Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la prochaine critique on poursuit la rétrospective Destination Finale, Final Destination, en attendant la sortie du 6e volet dans quelques semaines en salle. Et on en arrive ici au 4e, sorti en 2009, donc Destination Finale 4, ça c'est le titre français, mais en version originale c'est The Final Destination. Oui, à l'époque c'était potentiellement le dernier. Mais il y aura le 5 après, qui visiblement est un préquel. Je ne sais pas, je découvrirai ça plus tard. À nouveau réalisé comme le 2 par David R. Ellis et scénarisé comme le 2 par Eric Best, mais tout seul. Il était avec son comparse avec qui il avait réalisé l'effet papillon. Là, il est tout seul. Mais c'est marrant parce que, en fait, au niveau créatif et réalisation, hein, si j'ai bien suivi depuis le début, on a une équipe pour le 1 et le 3, une autre pour le 2 et le 4. Enfin, presque, à quelques noms près. Bon. Et au casting, alors comme d'habitude, actrices et acteurs pas forcément extraordinaires, certains venant de la série, mais il y en a un, parmi donc la troupe de survivants ou pas, qu'on a vu avant dans Forrest Gump. Oui, il y a Booba, l'ami de Forrest, donc, l'acteur qui jouait Booba, Michael T. Williamson, c'est très étonnant de le retrouver là, qui joue un agent de sécurité. Sinon, qu'est-ce qu'on a autour de lui? Des gens que vous connaissez peut-être. Hein. Par exemple, Bobby Campo, Chantal Van Santen, qui elle, je crois, était dans Les Frères Scott. Hayley Webb, si je ne me trompe pas, elle c'était dans la série récente Teen Wolf. Et on va citer Justin Welborn, qui joue le raciste redneck. Voilà. Et alors, on reprend les mêmes et on recommence pas au niveau des personnages, parce qu'il n'y a jamais de continuité en fait sur ces 4 volets, ou pratiquement pas, mais les mêmes événements. C'est-à-dire qu'on retrouve un groupe de personnes, amis et gens autour qui ne se connaissent pas et qui vont ensuite devoir survivre, qui vont éviter une catastrophe horrible grâce à la prémonition de l'un d'entre eux. Toujours pareil. Et là donc celui qui a cette vision, c'est le jeune Nick, qui est le personnage principal, Nick O'Bannon, qui est donc en pleine course automobile américaine, va sentir qu'un accident va aller beaucoup plus que sur la piste, donc y compris créer des dégâts dans la tribune. Donc forcément, il réveille tout le monde, il voit que cette prémonition qu'il vient d'avoir se réalise petit à petit avec des signes autour, et donc il réussit à convaincre sa petite amie, et donc son entourage, plus d'autres gens, enfin les convaincre, plutôt énervés, de quitter la tribune, et il va les sauver. Voilà, parce que vraiment, il va y avoir un drame, tu vois, une 150aine de personnes, de façon bien gore et bien violente. Truc qui est improbable dans la réalité, mais c'est Destination Finale. Parce que l'accident, ok, qu'il fasse autant de dégâts, c'est d'une violence absolue. Et je l'avais vu, celui-ci, parce que cette scène, elle m'avait beaucoup marqué. Et je me suis rendu compte d'ailleurs qu'en continuant le film, je l'avais vu en entier, celui-ci. Oui. Donc derrière, eh ben, les événements sont toujours les mêmes. Ils ont survécu, mais ils doivent quand même continuer à déjouer les plans de la mort qui va essayer de les rattraper. Parce que c'était leur destin. Et donc c'est toujours avec les visions de Nick, qui va en avoir plusieurs, qui va, donc ce dernier, essayer de sauver ceux qui sont les prochains sur la liste, et se sauver lui-même à terme. Et c'est bien gorasse. C'est bien numérique aussi, parce que je crois que c'était en 3D à l'époque. Il y a même un discours sur la 3D à un moment, j'y reviendrai. Alors, c'est considéré comme le moins bon des 5. Enfin, celui qui est le moins bien noté. Je n'avais pas vraiment apprécié le 3, le 2, ouais. Le premier, ça reste sympa. Voilà, j'en arrive au 4e et je suis désolé de vous dire que c'est peut-être le 2e meilleur, le 4, de mon point de vue. Ça paraît étonnant, non? Enfin, le 2e meilleur. Ça se tient la main avec le second. C'est pas extraordinaire, mais c'est bien mieux que le 3, selon moi. Dans le sens où le scénario, on s'en fiche. Là, pour le coup, de toute façon, on lâche la bride. On a bien compris qu'il n'y avait pas de profondeur. Voilà, il n'y a même plus le personnage de Tony Todd. Il y a vaguement un moment vers la fin, un SDF qui pourrait être peut-être ce que le personnage de Tony Todd aurait pu être s'il avait accepté de jouer ou s'il avait été appelé pour jouer son personnage. Sachant que Tony Todd, pour son dernier rôle, hein, parce qu'il est décédé depuis, va reprendre son rôle dans le 6, enfin, dans Bloodlines, hein, qui sortira au mois de mai. Je ne sais pas s'il sera dans le 5, je n'ai pas encore vérifié. Mais bon, là, on cherche même plus à explorer le lore autrement. C'est la même chose, il n'y a rien de nouveau sur le papier, mais justement, ça permet un effet plus jouissif encore,
où nous-mêmes spectateurs, on va même pas chercher à imaginer qu'on pourrait enfin, non pas avoir une explication, mais quelque chose de plus profond derrière, que c'est juste la mort qui a choisi des gens, et ces gens ont évité, donc elle essaye de les traquer. Ça permet donc complètement de lâcher prise, et ça fonctionne parce que, enfin ça fonctionne à degré limité, attention, hein, parce qu'il y a des scènes qui sont assez marquantes, qui fonctionnent très bien, qui vont loin dans le gore, avec des effets certes numériques, mais aussi pratiques, avec des corps bien déchiquetés. Et je trouve que dans la réalisation, par moment, il y a des idées. Il y a quelque chose qui prépare bien, que ce soit parmi les visions, ou donc comment ça va se mettre en place. Il y a des idées de plans. Bon, ça reste un peu cuté numérique et rapide, hein. Il y a aussi un jeu sur le rythme. Il y a des instants où oh là, on se demande, ça prend son temps. Est-ce que ça va être lui ou pas, ou est-ce qu'elle va être sauvée, la personne, un peu, peut-être. Et puis, il y a un moment en particulier, bam, ça arrive très vite. Voilà, quelqu'un qui s'est renversé, c'est un écho à une des morts du premier. De toute façon, il y a des échos aussi. N'allez pas chercher non plus des morts hyper originales, en fait, hein. On a déjà plus ou moins vu ça avant, indirectement. Et ça en est presque intéressant sur le plan cinématographique. Je dis presque, mais dans, on va dire, cette approche-là, je trouve qu'il y a plus de travail formel sur les idées d'eux, plutôt que sur le discours global d'un scénario qui est de toute façon plus calculé, là, plus que tiré par les cheveux. Et il y a toujours cette idée donc de profiter de la vie ou pas. Il y en a même un qui va essayer de se suicider. Bon, c'est intéressant ça aussi. On creuse pas trop, mais on tente quelque chose aussi sur les protagonistes. Donc il y a cet agent de sécurité qui est tombé dans l'alcoolisme parce qu'il a perdu aussi sa famille, ou sa femme, ou ses enfants. Enfin, je crois que c'est un peu de tous. Bon, bref, il a vécu un drame personnel, quoi. Il s'en est jamais remis, donc là il en arrive là. En même temps, il n'a pas envie de se battre à un moment, mais il faut qu'il se batte pour rompre la chaîne. Donc il y a un dilemme. Il y a un discours donc sur le racisme aux États-Unis. Alors c'est absolument pas subtil, mais ça va avec l'ambiance du film. C'est jouissif, c'est frontal. Et le gars là, donc le redneck, on a bien envie qu'il crève très vite. Ça tombe bien, il va crever très vite. Voilà l'idée que le mec, voilà, c'est frontal, hein. Il siffle un air sudiste quand il voit l'agent de sécurité afro-américain, justement. Plus tard, il va quand même essayer, parce qu'il le considère comme responsable, parce que sa femme est morte, bon, il va quand même essayer de le tuer façon Ku Klux Klan avec une croix. Ah, c'est zéro subtilité, hein. Bon, il y a un truc qui m'énerve un peu, il écoute du métal dans la voiture, c'est pas parce que tu écoutes du métal que tu es raciste, parce que sinon, voilà, on rentre dans du poncif, mais peu importe. Oui, c'est juste pour qu'il crève bien. D'ailleurs, c'est lui qui va se faire enflammer. Oh, je spoil une scène, c'est au début. C'est lui qui va finir en feu. Sur une forme de croix tractée, mais par sa dépanneuse. Ouais, voilà. Et on voulait quand même un peu... Et puis le gars, bien sûr, hein, qui est membre de la NRA. Ouais. Allez, voilà, on joue un petit peu sur ce plan-là. Bon, après, évidemment, ça se déroule avec des personnages interchangeables des films d'avant, bien sûr. Zéro charisme absolument, même si, Bobby Campo, je pense qu'il a été choisi pour sa belle gueule, hein, tout simplement. Donc, évidemment que c'est ça. Je sais pas s'il avait fait d'autres trucs avant, lui, j'ai même pas vérifié, en fait. Mais j'ai vu sa tête. Elle me disait quelque chose, et je crois que c'est après que je l'ai vu, oui, dans une série, si je me trompe pas. Oui, dans Scream, la fameuse Scream, série, première saison de 2015. La seule bonne saison, en fait, cette série Scream. Et limite meilleure, d'ailleurs, cette première saison que les films d'après. Et ça, c'est un autre débat. Donc, il a quasiment fait que des séries, d'ailleurs, hein, de ce que je vois là. Bon. Et oui, après, oui, bon, c'est... Oui, il y a le queutard aussi, là. Bon, on est dans des clichés. Le coup de la piscine, d'ailleurs, la piscine qui porte le nom d'un des personnages du premier. Il y a le nombre 180 qui revient, mais on s'en fiche, en fait. L'idée, juste, c'est que on poursuit, en fait, dans le lore, c'est que c'est le même univers, avec cette idée que la mort rôde souvent à travers l'eau, à travers aussi les pièces, le hasard. Il y a un jeu qui fonctionne bien, justement, sur la mise en place, par moment, des scènes qui arrivent et qui vont mener à certaines morts assez violentes. Surtout avec l'eau. Ça fonctionne très bien. Et il y a un moment quasi méta, et ça j'aime bien, la fin est très bien là-dessus, sur un film 3D que certains vont voir. Et là on a potentiellement, hein, d'après la prémonition, je ne vous dis pas si ça va se passer ou pas, s'il va réussir à l'éviter, mais potentiellement là, l'expérience 3D ultime, là c'est mis 4D, où l'explosion à l'écran risque de t'exploser à la gueule. Bon, j'imagine en salle, ça a peut-être fait son effet sur certaines personnes, ça. Parce que certains l'avaient vu avec des lunettes 3D, et à un moment, ils voient un film avec des lunettes 3D et potentiellement ça va péter. Ah, ils ont tenté quelque chose. C'est pas idiot, c'est pas idiot. C'est pour ça que c'est un film qui réfléchit son cinéma un petit peu dans son idée métatextuelle également.
Ce qui fait que ce Destination Finale 4, il est assez léché dans sa violence, dans sa formalité cinématographique. Mais c'est vrai que pour le reste, je comprends que ça peut décevoir. Mais qu'est-ce que vous attendiez de toute façon arriver au 4? Ça aurait dû être l'expérience ultime, celui-là, hein, d'ailleurs. Et j'aime bien aussi le générique en mode radiographie et tout, qui va avoir un écho à la fin. Il y a des idées. Il y a des trucs, la BO un peu métal aussi, mais pas que. Il y a même une chanson un peu Why can't we be friends, qui va faire écho à la mort du raciste. Moi j'adore cette idée aussi. Bref, c'est fun. Voilà, il a un côté encore plus décomplexé que les précédents. Un peu à l'image du 2, hein. D'ailleurs c'est les mêmes gars derrière, quelque part. Peut-être de ça. Et je trouve que c'est un peu moins fouillé, ça se prend moins au sérieux, vite fait, hein, que le 2. Voilà, je trouve que ça va c'est un peu mieux dans le style. Mais ça reste à peu près équivalent, quoi. Si je devais mettre une note, bon, ça irait pas plus haut qu'un 6 sur 10, faut pas exagérer non plus. Mais c'est mieux que le 3, ça c'est sûr. Je ne sais pas de quoi le 5 sera fait, parce que là, alors, sur un préquel, ils vont peut-être explorer le lore. Enfin, le lore. Voilà, la mort c'est la mort, quoi. Le hasard c'est le hasard. Mais bon, pourquoi pas. N'hésitez pas à dire, ne me dites rien sur le 5, je le verrai, hein, vous inquiétez pas. Mais là, n'hésitez pas, à me dire ce que vous pensez de ce 4e volet. Est-ce que vous le détestez vraiment? Est-ce que c'est le moins bon pour vous? Est-ce que, comme moi, finalement, vous avez une petite sympathie pour celui-ci? Hein, je suis un peu à contre-courant ici, mais pourquoi pas? Bon, après, c'est pas une saga exceptionnelle, hein. Le 1 est vraiment bien. Vraiment, après on verra. Si je vois le 6 au cinéma, je ne sais pas. Je n'ai pas encore d'idée sur la question, ça dépendra du temps que j'aurai, de sa distribution et des films qui auront en face. C'est toujours pareil, hein. Au pire, je le rattraperai plus tard si jamais. Allez, à vous la parole, je vous dis à la prochaine, ciao!